heure d'Hawaï. Le soleil s'est à peine levé sur les eaux tranquilles de Pearl Harbor. Les marins américains terminent leur petit déjeuner, se préparant pour un autre dimanche ordinaire. Les offices religieux commenceront dans 1 heure. Certains hommes écrivent des lettres chez eux, d'autres jouent aux cartes dans les réfectoires. Les cuirassés de la flotte du Pacifique reposent paisiblement à leur mouillage, gigantesques géants d'acier qui incarnent la puissance navale américaine dans le Pacifique. Dans exactement 2 minutes, tout change à jamais. La première vague d'avions embarqués japonais surgit du ciel matinal comme un essaim de frelons mécaniques. Le son est distinctif, un sifflement aigu qui s'amplifie à chaque seconde. Les marins lèvent les yeux, déconcertés. S'agit-il d'avions américains en exercice? Puis les premières bombes tombent, des explosions éclatent le long de Battleship Row. Les bombardiers torpilleurs rasent la surface de l'eau, larguant leurs charges mortelles. Les bombardiers en piqué plongent du ciel avec une précision terrifiante. Le matin paisible se transforme en un enfer de feu, de fumée et de mort. En moins de 2 heures, l'attaque prendra fin. 8 cuirassés sont immobilisés ou détruits. Plus de 2400 Américains sont morts. Près de 200 avions sont anéantis au sol. La flotte du Pacifique des États-Unis, garante de la puissance américaine sur la moitié du globe, a été neutralisée en une seule matinée. Mais Pearl Harbor représente plus qu'une catastrophe militaire. Cela marque l'introduction d'une forme révolutionnaire de guerre. Pendant des années, les stratèges militaires ont insisté sur le fait que les avions embarqués ne pourraient jamais rivaliser avec les avions basés à terre. La sagesse conventionnelle voulait que l'aviation navale soit intrinsèquement inférieure. Portée plus courte, charge plus faible, puissance de feu moindre. Les porte-avions n'étaient que des navires de soutien. Cette sagesse conventionnelle vient de mourir aux côtés de 2400 marins américains. Le Japon a démontré que les avions embarqués, correctement déployés avec surprise et coordination, peuvent infliger des coups stratégiques dévastateurs. Ils ont prouvé que la puissance aéronavale peut projeter sa force sur des milliers de kilomètres d'océan et frapper avec une précision que les bombardiers basés à terre ne peuvent égaler. L'attaque de Pearl Harbor ne se contente pas d'endommager la flotte américaine. Elle réécrit fondamentalement les règles de la guerre navale pour les décennies à venir. Et le Japon a acquis quelque chose de plus précieux qu'une victoire tactique. Il a gagné du temps pour fortifier ses positions, du temps pour s'emparer des ressources qui soutiendront son effort de guerre, du temps pour établir un périmètre défensif avant que l'Amérique ne puisse se reconstruire et riposter. Le temps s'écoule et le Japon entend utiliser chaque seconde. Ce qui se déroule au cours des 70 jours suivants constituera l'une des campagnes militaires les plus audacieuses de l'histoire humaine. Vous allez découvrir comment une armée pratiquement sans formation à la guerre en jungle a conquis 500 milles de terrain, supposément impénétrables, en utilisant des armes si simples qu'elles en paraissent absurdes. Des bicyclettes. Comment 30 000 soldats épuisés ont vaincu 70 000 défenseurs grâce à la vitesse, à la psychologie et à une pression incessante. Comment une forteresse jugée imprenable est tombée en à peine 2 mois, stupéfiant le monde et brisant les certitudes sur la puissance coloniale. Ce n'est pas seulement de l'histoire militaire. C'est une leçon magistrale de guerre asymétrique, où la perception devient plus puissante que la réalité, où l'élan compte davantage que la puissance de feu, où la volonté de tout risquer sur des tactiques audacieuses produit des résultats que la pensée militaire conventionnelle juge impossibles. Vous verrez comment un simple pamphlet est devenu le manuel de formation pour la conquête de la jungle, comment le simple fait de maintenir une pression constante a brisé le moral de force numériquement supérieur. Comment les commandants apprennent que dans la guerre moderne, les anciennes règles, les certitudes sur lesquelles les généraux s'appuyaient depuis des générations, ne s'appliquent plus. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor déclenche une transformation immédiate et profonde aux États-Unis. Une nation qui, à peine 24 heures plus tôt, s'opposait violemment à l'entrée dans une nouvelle guerre étrangère, s'engage soudain dans un réarmement massif. Le sentiment isolationniste s'évapore du jour au lendemain. Le Congrès déclare la guerre avec une seule voix dissidente. L'industrie américaine commence à se convertir à la production de guerre à une échelle sans précédent. Le géant endormi s'est réveillé, mais se réveiller et se mobiliser ne sont pas la même chose. La puissance industrielle américaine est immense, mais il faut du temps pour transformer des usines automobiles en usines de chars, pour former des ouvriers civils à la production d'avions, pour construire les Liberty Ships qui transporteront des fournitures à travers le Pacifique. Les planificateurs militaires japonais comprennent cette arithmétique brutale. Ils ont être 6 mois, être 1 an, si la chance leur sourit, avant que la production américaine ne dépasse leur capacité de résistance. Cette étroite fenêtre d'opportunité définit la stratégie japonaise pour toute la guerre du Pacifique. Ils doivent agir vite. Ils doivent s'emparer des objectifs avant que les forces américaines ne puissent se déployer. Et surtout, ils doivent sécuriser les ressources nécessaires pour soutenir leur machine de guerre dans le long conflit à venir. La cible est ce que les planificateurs militaires appellent
la zone des ressources du Sud, une vaste région s'étendant de la Birmanie à la Malaisie, à travers les Indes néerlandaises et jusqu'aux archipels du Pacifique Sud. Cette région contient tout ce dont le Japon a désespérément besoin. Le pétrole des Indes néerlandaises, le sang vital qui maintient les avions en vol, les navires en mer et les chars en mouvement. Ce ne sont pas des objectifs optionnels ou secondaires. Sans ces ressources, l'effort de guerre du Japon s'effondre en quelques mois. Leurs réserves nationales de pétrole sont extrêmement faibles. Leurs stocks de caoutchouc sont insuffisants. Leur base industrielle dépend entièrement de matières premières importées. La zone des ressources du Sud n'est pas seulement précieuse, elle est existentielle. La planification stratégique japonaise envisage l'établissement d'un périmètre défensif qui protégera ces zones de ressources. Ce périmètre s'étendra de la Birmanie à la Malaisie, en passant par les Indes orientales néerlandaises jusqu'à la Nouvelle-Guinée, et rayonnera vers les îles du Pacifique central, les Mariannes, les Carolines, les Marshall, les Gilbert. Une fois établies, les forces japonaises s'y retrancheront, fortifieront leur position et adopteront une posture défensive. La théorie est élégante dans sa simplicité. Les forces américaines, tentant de reprendre ces positions, seront confrontées à une campagne d'usure faite d'assauts d'île en île. Chaque attaque coûtera des milliers de vies américaines. Chaque victoire ne fera que les conduire à la position fortifiée suivante. Finalement, les planificateurs japonais pensent que l'opinion publique américaine finira par ne plus tolérer de telles pertes. À terme, face à la perspective de longues années de guerres insulaires sanglantes, l'Amérique négociera un accord de paix reconnaissant le contrôle japonais sur les territoires conquis. C'est une théorie fondée sur plusieurs hypothèses cruciales. Premièrement, que les forces japonaises peuvent s'emparer de ces positions et les fortifier avant l'arrivée des forces américaines. Deuxièmement, que les positions défensives peuvent résister aux assauts américains assez longtemps pour infliger des pertes prohibitives. Troisièmement, que la démocratie américaine, avec sa presse libre et son gouvernement élu, se montrera moins disposée à supporter des pertes que le régime militariste japonais. Le temps prouvera que ces hypothèses sont catastrophiquement erronées. Mais en décembre 1941, elles semblent raisonnables, logiques, être même inévitables. Le 8 décembre 1941, quelques heures seulement après Pearl Harbor, le lieutenant-général Tomoyuki Yamashita reçoit ses ordres. La campagne de frappe vers le sud commence. Sa 25e armée débarquera sur les côtes de la Malaisie britannique, avancera vers le sud à travers la péninsule et s'emparera de Singapour, joyau de la puissance coloniale britannique en Asie du Sud-Est. L'opération a deux objectifs principaux. À court terme, sécuriser la production de caoutchouc et d'étain de la Malaisie et éliminer la présence militaire britannique qui menace l'accès japonais aux Indes orientales néerlandaises. À long terme, la capture de Singapour fournira l'ancrage méridional du périmètre défensif japonais et démontrera aux populations de toute l'Asie que les puissances coloniales européennes peuvent être vaincues. Yamashita commande une armée avec une vulnérabilité flagrante, potentiellement fatale. Elle n'a pratiquement aucune expérience de la guerre en jungle, malgré les combats en Chine depuis 1931. Malgré le développement d'une certaine maîtrise des opérations par temps froid lors des campagnes en Mandchourie, l'armée japonaise n'a jamais mené d'opération majeure en environnement tropical. Les jungles denses de l'Asie du Sud-Est représentent un terrain totalement inconnu, avec des défis spécifiques. Maladies, difficultés de navigation, visibilité réduite, chaleur et humidité oppressantes. Leur préparation à la conquête de la Malaisie consiste presque entièrement en une brochure. Un simple guide de terrain expliquant les dangers de la guerre tropicale et les techniques de base pour utiliser la végétation de la jungle à des fins tactiques. C'est tout. Aucune école approfondie de guerre en jungle, aucun bataillon d'entraînement spécialisé, aucun mois de préparation sur un terrain similaire, juste une brochure distribuée aux soldats quelques semaines avant leur embarquement pour l'invasion. Selon toute norme militaire raisonnable, cela devrait condamner l'opération avant même qu'elle ne commence. Les planificateurs militaires expérimentés savent que le terrain compte énormément en guerre. Les soldats combattant dans des environnements inconnus subissent généralement de lourdes pertes, tout en apprenant à leurs dépens les conditions locales. Les défenseurs britanniques et du Commonwealth, quant à eux, sont stationnés en Malaisie depuis des années. Ils connaissent le terrain, ils comprennent les conditions de la jungle. Ils devraient disposer de tous les avantages dans cet environnement. Ce qui va suivre défiera toutes les attentes raisonnables et réécrira les manuels sur la guerre en jungle. Les Japonais ont étudié les opérations militaires européennes avec une attention obsessionnelle au cours des 2 dernières années. Ils ont analysé avec un intérêt particulier les campagnes de Blitzkrieg de l'Allemagne, en Pologne et en France. Et ils comprennent la formule fondamentale qui a rendu ces opérations efficaces. La vitesse crée l'élan. L'élan crée une pression psychologique et la pression psychologique
La pression brise la cohésion ennemie plus vite que les obus d'artillerie. Mais les principes du blitzkrieg peuvent-ils fonctionner en terrain de jungle? Les tactiques de guerre mécanisées peuvent-elles s'adapter à un environnement où les chars peinent à évoluer, où les routes sont rares, où la visibilité dépasse à peine 20 mètres dans une végétation dense? Le succès allemand en Europe reposait sur des colonnes blindées rapides et des bombardiers en piqué Stuka, semant la terreur. La jungle de Malaisie semble annuler ces deux avantages. La solution japonaise est d'une simplicité élégante. Ils appliqueront les principes du blitzkrieg avec des outils différents. Au lieu de formation massive de chars, ils utiliseront la mobilité de l'infanterie. Au lieu de la terreur des Stuka, ils recourront à la guerre psychologique par des tactiques non conventionnelles. L'idée clé est que le blitzkrieg ne concerne pas vraiment les chars et les avions. Il s'agit de maintenir une pression incessante, de créer la confusion et de ne jamais laisser à l'ennemi le temps d'établir des défenses cohérentes. Leur principale innovation tactique devient connue sous le nom de manœuvre du Scorpion. Le concept est simple, mais d'une efficacité brutale. Lorsqu'une force japonaise rencontre des positions ennemies, elle se divise immédiatement en deux composantes. Le premier élément lance un assaut frontal, engageant directement l'ennemi, cela fixe les défenseurs sur place. Ils ne peuvent pas se replier sous le feu direct sans subir de lourdes pertes. Pendant ce temps, le second élément progresse rapidement à travers la jungle, utilisant la végétation dense comme couverture, afin de frapper le flanc ou l'arrière de l'ennemi. Ce qui rend la manœuvre du Scorpion particulièrement efficace, c'est la dimension psychologique. Les défenseurs entendent les combats devant eux, puis soudain des tirs sur leur flanc, puis derrière. La visibilité limitée de la jungle les empêche d'évaluer la taille des forces qui les attaquent. Ont-ils affaire à un peloton, une compagnie, un bataillon? L'incertitude accroît la peur, et les commandants japonais savent que la peur défait les armées plus vite que les balles. Mais le véritable coup de maître de la campagne de Malaisie, l'innovation qui deviendra légendaire, est bien plus banal que n'importe quelle manœuvre tactique. Les Japonais décident d'utiliser des bicyclettes comme principal moyen de transport de l'infanterie. Sur le papier, cela paraît absurde. Des bicyclettes dans des opérations militaires, des vélos comme arme décisive de la guerre moderne. Les officiers du renseignement allié, lisant ces rapports, les rejettent d'abord comme des erreurs ou comme un signe de désespoir japonais, mais les chiffres racontent une autre histoire. Un soldat à pied en terrain de jungle parcourt peut être 15 milles par jour, au maximum. La chaleur, l'humidité et le terrain difficile épuisent même les troupes les plus aguerries. Ce soldat arrive à l'objectif du jour fatigué, ayant besoin de repos avant de combattre. Le temps de récupération est crucial. Des soldats épuisés combattent mal. Un soldat à bicyclette parcourt 40 miles par jour sur le même terrain, tout en dépensant moins d'énergie. Il arrive à l'objectif avec assez d'endurance pour engager immédiatement le combat. Plus important encore, il peut continuer à avancer le lendemain et le jour suivant, sans l'épuisement cumulatif qui finit par immobiliser l'infanterie à pied. Multipliez ces chiffres par des milliers de soldats sur des semaines de campagne, et les implications tactiques deviennent vertigineuses. L'infanterie à bicyclette peut avancer plus de 2 fois plus vite que l'infanterie à pied, tout en maintenant son efficacité au combat. Elle peut poursuivre sans relâche des ennemis en retraite, sans jamais laisser aux défenseurs le temps d'établir de nouvelles positions. Ils peuvent couvrir des distances latérales, qui rendent possible des manœuvres de contournement là où le déplacement à pied serait trop lent. Mais les bicyclettes offrent quelque chose d'encore plus précieux que la vitesse. Elles apportent une guerre psychologique. Le bruit de centaines de roues de vélo sur les chemins de la jungle crée une signature sonore distinctive. Le 8 décembre 1941, la 25e armée japonaise débarque sur la côte nord-est de la Malaisie, près de Kota Baru. L'invasion commence par un assaut amphibie nocturne contre des positions britanniques préparées. L'une des opérations militaires les plus difficiles qui soient. Les débarquements amphibies de jour contre des plages non défendues sont déjà assez dangereux. Des débarquements de nuit contre des positions fortifiées, défendues par des troupes déterminées, devraient entraîner des pertes catastrophiques pour les assaillants. Les débarquements sont en effet coûteux. Les soldats japonais débarquent à guet sous un feu nourri de mitrailleuses. Des péniches de débarquement sont détruites. Des officiers tombent avant d'atteindre la plage. Pendant plusieurs heures, l'issue reste incertaine. Les défenseurs britanniques inflige des pertes aux premières vagues d'assaut, mais la supériorité aérienne japonaise fait ensuite la différence décisive. Des vagues de bombardiers pilonnent les positions britanniques. La RAF, en infériorité numérique et dominée au combat, perd des avions plus vite qu'elle ne peut les remplacer. Le 10 décembre, soit seulement 2 jours après l'invasion, des avions japonais coulent le cuirassé britannique Prince of Wales et le croiseur de bataille Repulse au large de la côte malaise. La destruction de ces navires capitaux provoque une onde de choc dans le commandement britannique. Les cuirassés les plus modernes de la marine peuvent être détruits par l'aviation. Plus immédiatement encore, la perte de ces navires signifie que les forces britanniques en Malaisie n'ont plus aucun soutien naval. Les forces japonaises peuvent débarquer où elles le souhaitent.
Les lignes d'approvisionnement sont sécurisées et, peut être plus crucial encore pour le moral, les défenseurs britanniques savent qu'ils sont complètement isolés. Aucun renfort n'arrivera, aucun appui d'artillerie navale ne viendra soutenir les positions défensives. Aucune évacuation n'est possible si les choses tournent mal dans les 4 jours suivant le débarquement, soit seulement 96 heures. La 5e division japonaise avance sur près de 100 miles à l'intérieur des terres à travers un terrain que les planificateurs britanniques considéraient comme pratiquement infranchissable. 100 milles à travers une jungle dense, où les routes sont rares et les cartes souvent inexactes. 100 miles, dans un environnement où les défenseurs devraient avoir tous les avantages, connaissance du terrain, position préparée. Comment cela est-il possible? La réponse réside dans le blitzkrieg à bicyclette combiné à la manœuvre du Scorpion, ainsi que dans un facteur supplémentaire que les commandants britanniques sous-estiment de façon catastrophique. La capacité des soldats japonais à vivre avec un minimum de ravitaillement tout en maintenant leur efficacité au combat. Les soldats britanniques et du Commonwealth sont habitués à des repas réguliers, à des lignes d'approvisionnement établies et à des systèmes logistiques fixes. Lorsque ces systèmes s'effondrent, leur efficacité au combat se dégrade rapidement. Les soldats japonais, entraînés dans les conditions difficiles des campagnes de Mandchourie et endoctrinés par des idéologies mettant l'accent sur le sacrifice de soi, opèrent efficacement avec bien moins de ressources. Ils transportent des boulettes de riz qui assurent une nutrition de base. Ils filtrent l'eau des ruisseaux. Ils continuent d'avancer même lorsque les armées occidentales s'arrêteraient pour se ravitailler. Cela crée une asymétrie fondamentale. Les forces britanniques doivent maintenir leur ligne d'approvisionnement, sinon leur efficacité au combat s'effondre. Les forces japonaises peuvent continuer à opérer même lorsque leur ligne d'approvisionnement s'étire, si bien qu'à mesure que la campagne se développe, les forces japonaises avancent plus vite que la logistique britannique ne peut soutenir les positions défensives. Le 12 décembre, seulement 4 jours après le début de la campagne, les forces japonaises capturent l'aérodrome de la RAF à Al-Horstar. La perte est catastrophique pour les opérations aériennes britanniques. Sans cet aérodrome avancé, les appareils de la RAF doivent opérer depuis des bases plus au sud, réduisant leur temps au-dessus du champ de bataille. Les avions japonais contrôlent désormais le ciel au-dessus du nord de la Malaisie. Les commandants britanniques tentent de ralentir l'avance japonaise par des moyens d'ingénierie, détruisant des ponts, creusant des cratères sur les routes, abattant des arbres à travers les pistes de jungle. Au cours des semaines suivantes, les ingénieurs du Commonwealth détruiront plus de 250 ponts dans leur retraite vers le sud. Chaque pont démoli devrait obliger les forces japonaises à s'arrêter, à construire des passages de remplacement et à retarder leur progression de quelques heures ou de quelques jours. Cela ne fonctionne pas. L'infanterie japonaise traverse simplement les rivières à gué en portant leurs bicyclettes au-dessus de leur tête. Les bicyclettes sont suffisamment légères pour que les soldats puissent franchir des cours d'eau tout en gardant leurs armes et leur équipement au sec lorsque les rivières sont trop profondes ou trop rapides pour être traversées à pied. Les ingénieurs japonais construisent des ponts improvisés en rondins avec une rapidité remarquable. Dans certains cas documentés, des ingénieurs se tiennent dans l'eau froide jusqu'à la taille, maintenant les poutres du pont en place pendant que l'infanterie traverse, puis démonte le pont avant que les défenseurs ne puissent contre-attaquer pour le détruire. L'avancée incessante se poursuit. Détruisez un pont. Les forces japonaises le franchissent en quelques heures. Creusez un cratère sur une route. Elles contournent par la jungle. Abattez des arbres sur les chemins. Elles les dégagent ou trouvent des itinéraires alternatifs. Chaque mesure défensive censée les ralentir ne les retarde pratiquement pas. Les commandants britanniques commencent à recevoir des rapports qui défient toute croyance. Les forces japonaises avancent de 25 milles par jour à travers la jungle. Elles apparaissent derrière des positions défensives qui devraient être sûres. Elles attaquent simultanément depuis plusieurs directions. Comment cela est-il possible? La réponse, le blitzkrieg à bicyclette, fonctionne exactement comme les planificateurs japonais l'avaient prévu. La vitesse crée l'élan. L'élan crée une pression psychologique, et cette pression psychologique pousse les commandants britanniques à prendre des décisions de plus en plus mauvaises. Le schéma se répète dans tout le nord de la Malaisie. Les forces britanniques et du Commonwealth établissent des positions de blocage sur les routes, confiantes que le terrain de jungle protège leurs flancs contre les manœuvres. Les forces japonaises détectent ces positions, les fixent par une pression frontale, puis envoient de l'infanterie montée à bicyclette à travers la jungle pour surgir derrière les défenseurs. Au moment où les commandants britanniques réalisent qu'ils sont débordés, ils ordonnent la retraite. Aucune unité ne veut être piégée et encerclée. Mieux vaut se replier vers la position défensive suivante que risquer l'anéantissement. Mais chaque retraite entame le moral. Chaque repli donne l'impression que les forces japonaises sont irrésistibles. Et chaque nouvelle position est établie avec moins de temps de préparation, moins de ravitaillement et des troupes plus démoralisées. Ce que les forces britanniques ne réalisent pas, c'est que les commandants japonais sont tout aussi surpris par leur succès que les défenseurs le sont par leur défaite.
La planification de Yamashita supposait une résistance acharnée, des combats prolongés pour des positions clés et la possibilité d'une impasse dans le nord de la Malaisie. Au lieu de cela, ces forces avancent plus vite que leurs propres lignes de ravitaillement ne peuvent le soutenir. La victoire arrive trop facilement, ce qui rend les commandants japonais méfiants. Est-ce un piège? Les Britanniques se replient-ils pour attirer les forces japonaises dans une zone de destruction? Mais l'avance continue, car maintenir l'élan est essentiel aux opérations de Blitzkrieg. On ne ralentit pas. Quand l'ennemi se replie, on accélère, on appuie plus fort. On ne lui laisse aucun temps pour se ressaisir. Début janvier 1942, les forces japonaises contrôlent tout le nord de la Malaisie. La RAF a été chassée de ses aérodromes avancés. Les dépôts de ravitaillement britanniques ont été capturés ou détruits. Et l'impact psychologique des succès japonais incessants a convaincu de nombreux soldats du Commonwealth que leur ennemi est invincible. Le mythe du super-guerrier japonais se cristallise. Ce ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des spécialistes du combat en jungle, capables de voir dans l'obscurité, de se déplacer silencieusement dans la végétation dense, d'apparaître et de disparaître comme des fantômes et de combattre avec une détermination suicidaire qui les rend impossibles à arrêter. C'est un mythe, mais un mythe fondé sur des innovations tactiques bien réelles et entretenu par des victoires bien réelles, et les mythes, une fois établis, deviennent des armes puissantes à part entière. 11 janvier 1942, Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie britannique, tombe aux mains des forces japonaises. La prise de la ville après seulement 34 jours de campagne envoie des ondes de choc à travers les structures de commandement britanniques à Singapour et à Londres. Comment toute une colonie peut-elle s'effondrer en à peine un mois? Mais le rythme de la campagne ne ralentit pas, il s'accélère. Des débarquements amphibies sur la côte ouest de la Malaisie, désormais soutenus par une supériorité aérienne japonaise totale, permettent aux forces de contourner les positions défensives. Les troupes du Commonwealth se retrouvent prises en étau entre les armées japonaises avançant depuis le nord-est et des forces débarquant derrière elles sur la côte. Le cauchemar militaire classique, l'encerclement, devient de plus en plus réel. Les commandants britanniques sont confrontés à des choix impossibles, tenir et combattre, au risque d'une destruction totale, ou se replier à nouveau, céder davantage de terrain mais préserver les forces pour les batailles à venir. Presque uniformément, ils choisissent la retraite. Mieux vaut préserver l'armée que la sacrifier dans des combats impossibles à gagner. Chaque repli rend le suivant plus probable. Le moral s'effondre à chaque recul. Les soldats commencent à se demander si leurs officiers savent ce qu'ils font. Les officiers commencent à douter que la victoire soit même possible. La dégradation psychologique se propage plus vite que les colonnes japonaises à bicyclette. Au 28 janvier 1942, seulement 50, et un jour après le débarquement initial, la 25e armée japonaise atteint l'extrémité sud de la péninsule malaise. Elle a conquis plus de 500 miles de terrain à travers une jungle supposée impénétrable. Elle a vaincu des forces britanniques et du Commonwealth numériquement supérieures dans chaque engagement significatif, et elle a accompli tout cela en subissant des pertes relativement légères. La rapidité et l'ampleur de la victoire stupéfient les analystes militaires du monde entier. Comment cela a-t-il été possible? Les forces japonaises n'étaient pas significativement mieux équipées que les troupes du Commonwealth. Leur nombre n'était pas écrasant, leurs soldats n'étaient pas surhumains, et pourtant ils ont remporté une victoire décisive et rapide. La réponse réside dans la tactique, la psychologie et le commandement. Les commandants japonais comprenaient que la guerre moderne récompense la vitesse et l'agressivité. Ils ont su tirer parti du terrain que les planificateurs britanniques pensaient protecteur. Ils ont utilisé des outils simples, des bicyclettes, de manière innovante, créant des avantages disproportionnés. Et surtout, ils ont maintenu une pression offensive incessante qui n'a jamais laissé aux défenseurs le temps de se ressaisir. À présent, le 28 janvier, alors que les forces japonaises se massent sur la rive du détroit de Johor, elles font face à leur objectif final, Singapour. La forteresse insulaire que les planificateurs britanniques considéraient comme imprenable, symbole de la puissance britannique en Asie, pivot des défenses impériales dans toute la région. Les défenses de Singapour étaient conçues autour d'une hypothèse fondamentale. L'attaque viendrait de la mer. D'énormes batteries d'artillerie côtière pointent vers l'océan, prêtes à anéantir toute force d'invasion navale. Des champs de mines protègent les approches maritimes. Des obstacles sous-marins gardent les plages de débarquement potentielles. Mais les forces japonaises ne viennent pas de la mer. Elles viennent de la terre, de la direction que les planificateurs britanniques n'ont jamais vraiment envisagée. Et les célèbres défenses de Singapour sont orientées dans la mauvaise direction. Les forces japonaises, campées sur la côte malaise, regardant à travers l'étroit détroit de Johor vers Singapour,
représentent sur le papier un paradoxe. Elles devraient être épuisées, affaiblies et vulnérables. Elles ont avancé de 800 km en 50 et un jour à travers un terrain hostile. Leurs lignes d'approvisionnement s'étendent sur toute la péninsule malaise. Les réserves de munitions diminuent, les vivres s'amenuisent. Les installations médicales sont débordées par les blessés et les victimes des maladies tropicales. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces soldats épuisés rayonnent de confiance. Ils ont vaincu toutes les forces britanniques qui se sont opposées à eux. Ils ont prouvé que la vitesse et l'agressivité surpassent la supériorité numérique. Ils ont brisé le mythe de l'invincibilité militaire européenne. Pourquoi devrait chanter 1-4 être différent? Pendant ce temps, de l'autre côté du détroit, le général Arthur Percival commande une garnison de plus de 70 000 soldats britanniques, australiens et indiens. Sur le papier, sa force dispose d'une supériorité numérique écrasante, avec un avantage de plus de 2 contre 1. Singapour est une forteresse dotée de vastes fortifications, de stocks de munitions et de dépôts de ravitaillement. Le renseignement britannique estime les forces japonaises entre 60 000 et 100 000 hommes, soit un effectif similaire ou supérieur à celui de Percival. Cette estimation est catastrophiquement erronée. Les forces japonaises ne comptent que 30 000 hommes capables d'opérations de combat, mais Percival ne le sait pas, ne peut pas le savoir. La rapidité et le succès des opérations japonaises à travers la Malaisie ont convaincu le renseignement britannique qu'ils font face à des effectifs écrasants. Une conquête aussi rapide peut-elle s'expliquer? Cet écart de perception déterminera tout ce qui suit alors que les forces britanniques se préparent à l'assaut inévitable, les commandants japonais jouissant d'une supériorité aérienne totale. Après avoir éliminé la RAF, ils ordonnent à leurs avions de bombarder Singapour sans relâche. Jour après jour, les bombardiers japonais frappent les zones civiles, les entrepôts, les installations portuaires, les sites militaires. La population civile, gonflée par les réfugiés fuyant la Malaisie, subit des pertes croissantes. Le bombardement sert plusieurs objectifs. Il endommage l'infrastructure militaire britannique. Il terrorise la population civile et surtout, il renforce la perception que les forces japonaises sont écrasantes et irrésistibles. S'ils peuvent bombarder Singapour en toute impunité, leurs forces terrestres doivent sûrement être tout aussi puissantes. Mais la plus grande vulnérabilité de Singapour n'est pas visible depuis les airs. Elle est stratégique et psychologique. L'île a été conçue pour être défendue depuis la mer et non depuis la terre. Ces énormes canons côtiers, des pièces navales de 5 pouces capables de détruire des cuirassés, sont orientés vers l'océan. Ils ne peuvent pas être pivotés pour tirer vers l'intérieur. Des champs de mines protègent les approches maritimes, mais les plages du nord faisant face à la Malaisie restent relativement peu défendues. La forteresse a été construite en ayant un scénario en tête, et les Japonais attaquent depuis une direction totalement différente. Pire encore. La grande stratégie britannique pour Singapour reposait sur une hypothèse cruciale. Une puissante flotte de la Royal Navy serait stationnée à la base navale, dissuadant toute agression japonaise. La seule présence de cette flotte était censée rendre toute attaque contre Singapour suicidaire pour un ennemi potentiel. Mais la flotte combat les Allemands en Europe. La modeste flottille envoyée à Singapour, le cuirassé Prince of Wales et le croiseur de bataille Repulse est coulé par l'aviation japonaise le 10 décembre. Le 8 février 1942. À la faveur de l'obscurité, les Japonais passent à l'action. L'assaut commence au crépuscule, choisi délibérément pour offrir aux forces japonaises la couverture de la nuit durant leur moment le plus vulnérable, la traversée des eaux ouvertes du détroit de Johor. Le barrage initial est intense. L'artillerie japonaise positionnée le long de la côte malaise ouvre le feu pendant 15 minutes sur des positions britanniques supposées. Les obus pleuvent sur la côte nord de Singapour, puis le silence. L'artillerie cesse. Et dans ce calme soudain, les premières embarcations de débarquement japonaises quittent la rive malaise. La traversée prend moins de 10 minutes. Le détroit fait à peine 1 mille de large. Au point d'assaut, les projecteurs britanniques balayent l'eau à la recherche de cibles. Les positions de mitrailleuses ouvrent le feu sur des sons et des ombres. Les batteries d'artillerie tirent des concentrations défensives préplanifiées. Mais l'obscurité, la fumée de l'artillerie japonaise et la confusion quant à l'endroit exact du débarquement réduisent l'efficacité de la défense. Les forces japonaises débarquent sur la côte nord-ouest de Singapour, où des unités australiennes tiennent un front de 30 miles avec environ 3000 hommes. Le calcul est brutal. Cela représente environ 100 mètres de côte par soldat. Même des troupes d'élite ne peuvent pas défendre efficacement un front aussi étendu. La première force de débarquement japonaise compte 13 000 hommes, soit plus de 4 fois les défenseurs australiens dans le secteur d'assaut. Ils établissent rapidement des têtes de pont, submergent les positions australiennes par le nombre et commencent à progresser vers l'intérieur.
Les troupes australiennes se battent farouchement, infligeant des pertes importantes. Mais les mathématiques et la tactique l'emportent sur le courage et à minuit, les forces japonaises contrôlent plusieurs têtes de pont. Plus critique encore, elles ont découvert quelque chose qui déterminera l'issue de toute la bataille. Les lignes défensives britanniques manquent de profondeur. Aucune force de réserve n'est positionnée pour contre-attaquer. Aucune seconde ligne défensive n'existe pour contenir les percées. Les Australiens ont été déployés en une mince ligne le long de la côte, sans rien derrière eux. Reconnaissant cette faiblesse fatale, les commandants japonais ordonnent immédiatement à leurs forces de réserve de traverser le détroit. 10 000 soldats supplémentaires franchissent le passage avant l'aube. Au matin du 9 février, 23 000 soldats japonais se trouvent sur l'île de Singapour et ils élargissent leur tête de pont face à une résistance de plus en plus désespérée. Percival ordonne des contre-attaques. Plusieurs unités australiennes et britanniques tentent de repousser les forces japonaises vers les plages. Mais ces attaques sont mal coordonnées, différentes unités attaquant à des moments différents, sans soutien mutuel. Les défenseurs japonais, qui ont perfectionné leur tactique défensive au cours de mois de combat en Chine, repoussent chaque assaut. En retour, les forces du Commonwealth subissent de lourdes pertes tout en accomplissant pratiquement rien. Le 10 février, Percival prend une décision qui sera débattue pendant des décennies par les historiens militaires. Se replier vers le port, dans le secteur sud de Singapour. Il choisit d'échanger de l'espace contre du temps, se retirant pour raccourcir son périmètre défensif et, espère-t-il, établir des positions plus défendables près du centre-ville. Le retrait est mené de manière relativement ordonnée. Ce n'est pas une déroute, mais psychologiquement, c'est dévastateur. Une fois de plus, les forces britanniques reculent face aux attaques japonaises. Une fois de plus, du terrain est cédé sans infliger un coup maximal à l'ennemi. Et une fois de plus, le mythe de l'invincibilité japonaise se renforce dans l'esprit des défenseurs comme des assaillants. À mesure que les forces du Commonwealth se retirent, les forces japonaises avancent à travers un terrain dégagé, pratiquement sans opposition. Elles consolident méthodiquement leur contrôle sur la moitié nord de l'île de Singapour. Des dépôts de ravitaillement sont capturés. Des positions défensives sont occupées. Le réservoir qui fournit une grande partie de l'eau douce de Singapour tombe sous contrôle japonais. Ce dernier développement est particulièrement crucial. L'approvisionnement en eau de Singapour provient de réservoirs situés sur l'île elle-même. Perdre le contrôle de ces réservoirs signifie que l'approvisionnement en eau de la ville est compromis. Avec plus d'1 million de personnes entassées dans la population civile de Singapour, sans compter la garnison militaire et les réfugiés venus de Malaisie, la consommation d'eau est énorme. Combien de temps la ville peut-elle tenir sans réserve d'eau sécurisée? Au 13 février, les forces japonaises contrôlent la majeure partie de l'île de Singapour, en dehors du centre-ville lui-même. Elles ont avancé méthodiquement, sans jamais trop s'étendre, en maintenant toujours la pression, mais sans lancer d'assauts frontaux contre des positions préparées. Les tactiques japonaises ont évolué depuis la campagne de Malaisie. Elles apprennent à être plus prudentes face à des défenseurs qui n'ont plus de possibilité de repli. Percival convoque une conférence avec ses principaux commandants dans la soirée du 13 février. La situation est sombre. Les réserves d'eau dureront peu, être 24 à 48 heures avant que le rationnement ne devienne critique. Les stocks de nourriture sont suffisants pour le moment, mais diminueront à mesure que les réfugiés continuent d'affluer vers la ville. Les munitions viennent à manquer pour certaines unités, les installations médicales sont débordées, les hôpitaux manquent de fournitures pour traiter les pertes croissantes. Deux options existent. Lancer immédiatement une contre-attaque totale en mobilisant tous les hommes disponibles, tenter de repousser les forces japonaises et de reprendre les réservoirs, ou chercher des conditions de reddition. Le débat est intense, houleux et empreint d'angoisse. Certains officiers plaident avec passion pour une contre-attaque en s'appuyant sur la supériorité numérique. Ils insistent sur le fait qu'un assaut déterminé pourrait réussir. Les forces japonaises doivent être épuisées après des semaines de combats continus. Leurs approvisionnements doivent être fortement sollicités. Un coup décisif pourrait briser leur offensive et rétablir la situation. D'autres officiers soulignent les réalités. Les troupes sont démoralisées après des replis continus. De nombreuses unités sont réduites à la moitié de leur effectif, voire moins. La coordination entre les différents contingents nationaux britanniques, australiens, indiens s'est effondrée. Les pertes lors de toute offensive majeure seraient catastrophiques. Et même en cas de succès, combien de temps pourrait-il tenir les positions reprises sans eau? Les discussions se poursuivent toute la nuit. À l'extérieur, l'artillerie japonaise bombarde méthodiquement la ville. À l'intérieur de la salle de conférence, des cartes sont examinées, les estimations de pertes sont débattues, les calculs de ravitaillement passés en revue. Chaque officier dans cette salle comprend l'ampleur de ce qui est en train d'être décidé. Ce qu'aucun d'eux ne sait, ce qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est qu'en face, les commandants japonais sont presque aussi désespérés. Les forces de Yamashita ont exécuté leur mission avec brio.
mais elles ont atteint la limite absolue de leur capacité. Les munitions sont dangereusement basses. Les batteries d'artillerie tirent leurs derniers obus, rationnant soigneusement chaque coup. Les réserves de nourriture sont presque épuisées. Les installations médicales sont complètement débordées. Plus crucial encore, Yamashita sait que ses forces ne peuvent pas soutenir un siège prolongé. Elles n'ont pas les ressources pour des semaines de combats urbains. Elles n'ont pas les renforts pour compenser leurs pertes. Si les forces du Commonwealth découvrent cette faiblesse et lancent une contre-attaque déterminée avec leur supériorité numérique, toute la position japonaise pourrait s'effondrer des années après la guerre. Yamashita admettra publiquement « Mon attaque sur Singapour était un bluff qui a fonctionné. Je savais que si je devais me battre longtemps, je serais battu. » Mais en février 1942, Percival ne le sait pas. Il ne voit qu'un ennemi qui a remporté chaque bataille, avancé sans relâche malgré tous les obstacles, et qui semble capable d'accomplir l'impossible, la guerre psychologique. La vitesse, la pression, le mythe d'invincibilité, soigneusement construit pendant 70 jours, portent maintenant leurs fruits ultimes. La conférence continue. Les officiers argumentent, les heures passent. L'aube approche le 14 février et avec elle la décision la plus lourde de conséquences de la carrière d'Arthur Percival. Il se lève pour s'adresser à ses commandants. Tous les regards se fixent sur lui. Dehors, Singapour brûle sous le feu de l'artillerie japonaise. Plus de 100 000 soldats et 1 million de civils attendent sa décision. Le prestige de l'Empire britannique en Asie est en jeu. Percival commence à parler, mais attendez. Ce qu'aucun de ses officiers ne sait, c'est que ce même drame se joue au quartier général de Yamashita, de l'autre côté des lignes. Les commandants japonais débattent eux aussi. Peuvent-ils soutenir l'offensive? Ont-ils assez de munitions pour un assaut supplémentaire? Que se passera-t-il si les Britanniques découvrent à quel point les forces japonaises sont vulnérables? Deux camps, chacun convaincu que l'autre dispose d'avantages écrasants. Tous deux, au bord de l'effondrement, l'issue sera déterminée non par la puissance de feu ou le nombre, mais par celui des deux commandants qui cédera le premier. C'est le moment où la psychologie l'emporte sur le matériel, où la perception devient plus puissante que la réalité, où 70 jours de mythologie soigneusement construite déterminent le destin des empires. La tension est insoutenable. L'issue tient à un fil, et sur ce fil repose l'avenir de l'Asie elle-même. 14 février 1942. Dans une salle de conférence enfumée à Singapour, le général Percival se tient devant ses commandants épuisés, sur le point de prononcer des mots qui résonneront à travers l'histoire. Derrière lui, 70 jours de retraite continuent à travers la Malaisie. Devant lui, le choix entre une contre-attaque désespérée, avec des troupes démoralisées, ou l'impensable reddition de la plus grande forteresse asiatique de la Grande-Bretagne. De l'autre côté du détroit, Yamashita attend. Avec des munitions dangereusement épuisées et des soldats exténués, toute sa campagne reposant sur un bluff psychologique que Percival pourrait déjouer à tout moment. Deux commandants, chacun persuadé que l'autre dispose d'avantages écrasants, tous deux au bord de l'effondrement. L'issue sera déterminée par celui qui cédera le premier. La voix de Percival dépasse à peine le murmure lorsqu'il parle enfin « Messieurs, nous demanderons des conditions de reddition ». La salle explose, non pas sous les bombes ou l'artillerie, mais sous quelque chose de bien plus dévastateur, la mort de l'espoir. Les officiers se lèvent d'un bond. Certains crient leur protestation furieuse. D'autres restent simplement figés, stupéfaits, incrédules et silencieux. La forteresse de Singapour, proclamée imprenable par les planificateurs militaires, défendue par 70 000 soldats, protégée par des années de fortification et d'investissement, est sur le point de capituler face à une force ennemie de moins de la moitié de sa taille. Monsieur, c'est de la folie. La voix d'un brigadier se brise sous l'émotion. Nous sommes encore plus de 2 contre 1. Les hommes se battront si nous leur donnons du commandement. Percival lève la main pour demander le silence lorsqu'il reprend la parole. Sa voix porte le poids d'un homme qui a vu son monde entier s'effondrer en 2 mois de défaite continue. Nos réserves d'eau seront complètement épuisées d'ici 24 heures. De nombreuses unités signalent des munitions suffisantes pour peu être encore 2 jours de combat soutenus. Certaines en ont moins. La population civile dépasse le million, y compris des réfugiés de Malaisie, sans eau, sans médicaments, confrontés aux bombardements d'artillerie japonais sur les zones civiles. Nous faisons face à une catastrophe qui dépasse les considérations militaires. Il marque une pause, puis assène le coup final. Et messieurs, nos estimations de renseignements les plus récentes évaluent les forces japonaises à plus de 100 000 hommes, peu être davantage. Ils nous ont vaincus à chaque occasion. Ils contrôlent notre approvisionnement en eau. Ils tiennent nos aérodromes du Nord. Ils dominent le ciel. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une bataille de plus produira un résultat différent des 50 précédentes? Cette déclaration, cette erreur de perception fondamentale, scelle le destin de Singapour. Percival croit faire face à un ennemi aux effectifs écrasants. La réalité
est précisément l'inverse. Mais les défaillances du renseignement, la guerre psychologique et l'impact cumulatif de 70 jours de brillantes tactiques japonaises ont créé une illusion si convaincante qu'elle l'emporte sur la réalité mathématique. Le débat se poursuit pendant plusieurs heures encore, mais l'issue est inévitable. Certains officiers continuent de plaider pour une contre-attaque, d'autres se résignent à la nécessité de la reddition, quelques-uns restent simplement assis en silence, contemplant l'ampleur de ce qui se passe dehors. L'aube se lève sur Singapour le 14 février 1942. Ce sera la dernière aube de la domination britannique. Plus tard dans la matinée, Percival envoie des officiers sous drapeau blanc pour négocier les conditions de la reddition avec les commandants japonais. Les négociations sont brèves et sévères. Yamashita, désespéré de conclure avant que ses propres faiblesses ne deviennent apparentes, exige une reddition immédiate et inconditionnelle. Pas de retrait progressif, aucune garantie de sécurité des civils au-delà de ce que les forces japonaises choisissent d'accorder, une capitulation totale. Le soir du 14 février 1942, le général Arthur Percival capitule officiellement Singapour au général Tomoyuki Yamashita. Percival arrive avec plusieurs officiers d'état-major, l'air hagard et vaincu. Yamashita, déterminé à conclure rapidement, mène les pourparlers avec une dure efficacité. « Allez-vous vous rendre ?» exige Yamashita par l'intermédiaire de son interprète. Percival tente de négocier des conditions. Yamashita l'interrompt. Oui ou non, le moment s'étire. Percival sait qu'accepter signifie que plus de 80 000 soldats britanniques, australiens et indiens marcheront vers la captivité. Il sait que cela représente la plus grande reddition de force dirigée par la Grande-Bretagne de l'histoire. Il sait que cela signifie une disgrâce personnelle et professionnelle. Mais il croit aussi, à tort, que continuer à se battre condamnerait 1 million de civils à la catastrophe et sacrifierait sa garnison dans une bataille sans espoir face à des forces écrasantes. Oui, murmure finalement Percival, ce mot reste suspendu dans l'air comme une sentence de mort. Par cette unique syllabe, la bataille de Singapour prend fin. La forteresse est tombée. Le mythe de l'invincibilité britannique en Asie est brisé. Et l'Empire japonais a accompli ce qui, quelques mois plus tôt, semblait impossible. La conquête complète de la Malaisie et de Singapour en à peine 70 jours. L'ampleur du désastre est stupéfiante. Plus de 80 000 soldats du Commonwealth marchent vers la captivité japonaise. Britanniques, Australiens, Indiens et autres soldats alliés qui passeront les 3 ans et demi suivants dans de brutaux camps de prisonniers de guerre où des milliers mourront de maladies, de faim et de mauvais traitements. Les pertes japonaises pour l'ensemble de la campagne de Malaisie s'élèvent à environ 10 000 tués et blessés, tandis que les pertes alliées et les prisonniers dépassent 138 000. Mais les chiffres, à eux seuls, ne peuvent saisir l'ampleur de ce qui vient de se produire. Singapour n'était pas seulement une base militaire, c'était un symbole de la puissance britannique à travers l'Asie, un symbole de la domination coloniale européenne, un symbole selon lequel les hommes blancs venus de contrées lointaines pour gouverner les populations asiatiques étaient en quelque sorte intrinsèquement supérieurs, militairement invincibles, destinés à régner. Ce symbole vient de s'effondrer et les ondes de choc psychologique se propageront à travers l'Asie et le Pacifique pendant des années. Winston Churchill, recevant la nouvelle de la capitulation à Londres, en est physiquement malade, comme le montrent ses papiers privés. Il la décrira plus tard comme la pire catastrophe et la plus grande capitulation de l'histoire britannique. La défaite militaire est déjà catastrophique, mais le coup porté au prestige britannique, à tout l'édifice de l'autorité coloniale, est incommensurable dans toute l'Asie. Les populations colonisées, à qui l'on a dit que les puissances européennes étaient invincibles, que la résistance était vaine, que l'indépendance était impossible, voient soudain la preuve du contraire. Si le Japon peut vaincre l'Empire britannique en 70 jours, alors peut être que la domination coloniale n'est pas éternelle. Peut être que les mouvements indépendantistes ont une chance. Peut être que toute la structure de la domination européenne est vulnérable. En Inde, les militants de l'indépendance s'emparent de la chute de Singapour, comme preuve que la domination britannique peut être contestée. En Birmanie, les défenseurs qui voient approcher les forces japonaises comprennent désormais que le recul, face à des tactiques japonaises supérieures, s'est soldé par une reddition. Peut être que l'accommodement ou la collaboration offrent de meilleurs résultats qu'une résistance vaine. Dans toute l'Asie du Sud-Est, les mouvements nationalistes gagnent en élan et en confiance. Pour le Japon, la chute de Singapour représente la validation de toute sa vision stratégique. La campagne vers le sud a réussi au-delà de leurs prévisions les plus optimistes. Ils ont sécurisé les accès aux champs pétrolifères des Indes orientales néerlandaises. Les opérations pour s'emparer de ces champs sont déjà en cours.
Ils ont capturé la production d'étain et de caoutchouc de la Malaisie, des ressources qui affluent désormais vers l'industrie japonaise. Ils ont établi l'ancrage méridional de leur périmètre défensif, la ligne allant de la Birmanie à Singapour, puis aux Indes orientales néerlandaises et jusqu'à la Nouvelle-Guinée, devient réalité, et ils ont démontré que les puissances coloniales européennes peuvent être vaincues rapidement, de manière décisive et complète. Les forces japonaises occupent désormais de vastes territoires, s'étendant de la Birmanie à la Chine, à la Malaisie, aux Indes orientales néerlandaises, jusqu'à la Nouvelle-Guinée et rayonnant vers les îles du Pacifique central. Défendre cet empire exige des centaines de milliers de soldats dispersés sur des millions de kilomètres carrés de territoire. Soutenir ces forces nécessite une marine marchande déjà insuffisante et vulnérable aux attaques des sous-marins américains qui s'intensifieront au fil de la guerre. Mais en février 1942, ses conséquences futures restent invisibles pour l'instant. Le Japon surfe sur une vague de conquêtes sans précédent. Leurs forces balayent les Indes orientales néerlandaises, s'emparant de champs pétrolifères qui alimenteront leurs machines de guerre. Les Philippines tombent après une résistance acharnée des Américains et des Philippins. Le général MacArthur évacue, jurant de revenir. La Birmanie est envahie, menaçant l'Inde elle-même. Le périmètre défensif s'étend semaine après semaine. Le mythe du super-guerrier japonais atteint son apogée absolu. Des soldats alliés à travers l'Asie et le Pacifique font face à un ennemi qui semble capable de réaliser l'impossible. Un ennemi qui combat avec une détermination frôlant le fanatisme, un ennemi qui s'adapte à tous les terrains jungle, îles, montagnes, avec la même habileté. Un ennemi qui remporte des batailles qu'il devrait perdre grâce à la vitesse, à l'agressivité et à l'innovation tactique. C'est un mythe fondé sur des réalisations bien réelles. Les soldats japonais ont conquis la Malaisie à l'aide de bicyclettes et de prospectus. Ils ont démontré leur maîtrise des opérations amphibies, de la guerre en jungle et des tactiques interarmes. Ils ont vaincu des armées coloniales européennes pourtant plus nombreuses, grâce à un commandement supérieur et une grande flexibilité tactique. 4 juin 1942. 4 mois après la chute de Singapour, dans le Pacifique central, près d'un minuscule atoll appelé Midway, l'Empire japonais a atteint son extension territoriale maximale. Vient maintenant le moment qui déterminera si le Japon peut conserver ses conquêtes. L'amiral Isoroku Yamamoto, architecte de l'attaque de Pearl Harbor, a conçu une opération destinée à achever ce que Pearl Harbor a commencé, la destruction de la force de porte-avions de la flotte américaine du Pacifique. Son plan consiste à attaquer l'île de Midway, forçant les porte-avions américains à réagir, puis à les détruire lors d'une bataille décisive. Une fois la puissance navale américaine éliminée, le périmètre défensif du Japon deviendrait imprenable. Les forces américaines mettraient des années à reconstituer une puissance suffisante pour contester le contrôle japonais du Pacifique. Yamamoto dispose d'une supériorité numérique écrasante. 4 grands porte-avions de flotte, plus de nombreux navires de soutien, plus de 250 avions et des pilotes vétérans aguerris par des mois de combat en Chine et dans le Pacifique. En face, 3 porte-avions américains avec environ 230 avions, dont beaucoup sont pilotés par des aviateurs inexpérimentés. Sur le papier, la victoire japonaise semble inévitable, mais les calculs théoriques ne prennent pas en compte un facteur critique. Les cryptanalystes américains ont percé suffisamment du code naval japonais pour déduire le plan de Yamamoto. L'amiral Chester Nimitz, commandant des forces américaines, sait que les Japonais se dirigent vers Midway. Il sait approximativement quand ils arriveront. Il connaît la composition de leurs forces et surtout, il sait qu'ils ignorent qu'il le sait. Le renseignement transforme tout. Au lieu de naviguer à l'aveugle pour défendre Midway et tomber dans un piège, Nimitz prépare sa propre embuscade. Il positionne discrètement ses 3 porte-avions, l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown, au nord-est de l'île de Midway, hors de portée de la reconnaissance japonaise. Lorsque les forces japonaises attaqueront l'île, les porte-avions américains seront idéalement placés pour frapper. Tôt le matin du 4 juin, les porte-avions japonais lancent leur première attaque contre l'île de Midway. Plus de 100 appareils pilonnent la base aérienne américaine, endommageant lourdement les installations, sans toutefois détruire complètement la capacité de l'aérodrome à lancer des contre-attaques. Les avions américains basés à terre contre-attaquent les porte-avions japonais, obtenant peu de résultats, sinon convaincre les commandants japonais que les défenses aériennes de Midway restent dangereuses. L'amiral japonais Nagumo prend une décision fatidique: réarmer les appareils de réserve avec des bombes pour une seconde attaque contre Midway. Ces avions de réserve sont actuellement armés de torpilles et de bombes perforantes conçues pour attaquer des navires. Remplacer cet armement par des bombes à fragmentation destinées à des cibles terrestres prend du temps. C'est une décision logique fondée sur l'hypothèse de Nagumo qu'aucun porte-avions américain ne se trouve à proximité. Ces avions de reconnaissance n'ont signalé aucun porte-avions ennemi dans la zone. Pourquoi conserver un armement anti-navire alors que la menace immédiate est l'aérodrome? Cette décision s'avère catastrophique.
À Nevache, toujours non détectés, les porte-avions américains lancent leurs appareils d'attaque. Les bombardiers torpilleurs passent en premier, lents et vulnérables Douglas Devastator, transportant une seule torpille. Ils doivent voler bas, en ligne droite, et à niveau pour larguer leurs armes. Ce qui en fait des cibles faciles pour les chasseurs japonais et la DCA. La première vague de bombardiers torpilleurs américains attaque à 9h20. Les chasseurs zéro japonais et la défense antiaérienne des porte-avions les mettent en pièces. Sur 41 bombardiers torpilleurs lancés, 35 sont détruits. Leurs torpilles, celles qui sont larguées, manquent leur cible. L'attaque n'obtient absolument rien, si ce n'est d'alerter les forces japonaises de la présence américaine. À 10h20, le lieutenant-commandant Wade McCluskey, à la tête de 36 bombardiers en piqué Douglas Dauntless de l'Enterprise, repère la force de porte-avions japonaise, qu'il cherche depuis plus d'une heure. Le carburant dangereusement bas, il remarque un destroyer japonais filant vers le nord-est à grande vitesse. En suivant cette route, il trouve ce qu'il cherche. 3 porte-avions japonais, le Kaga, l'Akagi et le Soryu, avancent en formation, leur pont encombré d'appareils armés en préparation pour le décollage. Bombes, torpilles et conduites de carburant s'entrecroisent sur les ponts. C'est le moment de vulnérabilité le plus imaginable pour un porte-avions. Des appareils armés et ravitaillés sur le pont, aucun. Couverture de chasse au-dessus, des équipages épuisés par des heures d'opérations de combat. McCluskey n'hésite pas. Il ordonne à ses bombardiers en piqué d'attaquer. Les Dauntless américains basculent dans leur passe d'attaque, plongeant presque à la verticale vers leur cible. La DCA japonaise remplit le ciel, mais les bombardiers en piqué sont trop rapides, leur angle trop abrupt. Certains pilotes larguent leurs bombes de 1000 livres depuis à peine 1500 pieds, dangereusement près, pour garantir des coups au but sur des cibles de grande valeur. La première bombe frappe l'Akagi près de l'ascenseur central, pénétrant jusqu'au pont hangar où des avions armés sont stationnés. L'explosion enflamme le carburant et les munitions, déclenchant des explosions secondaires qui ravagent le navire en quelques minutes. L'Akagi est une épave en flammes, son pont d'envol déformé, les incendies hors de contrôle. Le Kaga reçoit plusieurs coups directs. Les bombes explosent parmi des avions armés sur son pont d'envol, provoquant des explosions en cascade qui consument le navire. Toute sa section avant devient un brasier. Les tentatives de l'équipage pour maîtriser les feux sont vaines. Trop de bombes, trop de carburant, trop de munitions qui détonnent sous la chaleur. Le Soryu encaisse 3 impacts directs en succession rapide. Les bombes pur sang son pont d'envol et explosent dans le hangar, où des avions ravitaillés et armés attendent le décollage. Les explosions qui s'ensuivent éventrent littéralement le navire. Il est immobilisé, fortement gité, les incendies le dévorant de l'intérieur. 3 porte-avions de flotte, le cœur de l'aviation navale japonaise, détruits en 6 minutes. Le renversement est stupéfiant. Quelques minutes plus tôt, le Japon détenait une supériorité navale écrasante. Désormais, le temps de préparer un café, cette supériorité s'est évaporée. Mais le Japon dispose encore d'un porte-avions opérationnel. Le Hiryu lance des contre-attaques contre les porte-avions américains, endommageant gravement le Yorktown, au point qu'il finira par couler. Mais sans ses navires frères, sans couverture de chasse, sans la concentration de force qui rendait l'aviation navale japonaise si redoutable, le Hiryu ne peut survivre. Les avions américains de l'Enterprise et du Hornet trouvent le Hiryu cet après-midi-là, et le schéma se répète. Les bombardiers en piqué basculent, les bombes tombent, les explosions consument le navire. Au soir, les 4 porte-avions japonais qui ont attaqué Pearl Harbor 6 mois plus tôt sont en train de couler ou ont déjà sombré. La bataille de Midway se termine le 7 juin, après que les forces américaines ont éliminé les navires japonais restants et l'impact stratégique est immédiat et permanent. Le Japon a perdu 4 porte-avions avec tous leurs appareils. Plus grave encore, il a perdu des centaines de pilotes et membres d'équipages vétérans, une expertise irremplaçable qui a mis des années à se constituer. L'aéronavale japonaise ne s'en remettra jamais complètement. Plus fondamentalement, Midway marque la première défaite décisive du Japon dans la guerre. Pendant 6 mois, les forces japonaises semblaient invincibles, conquérant tout ce qu'elles attaquaient, battant des ennemis numériquement supérieurs, atteignant leurs objectifs avec une précision d'horlogerie. Le mythe du super-guerrier japonais semblait confirmé à chaque victoire. Ce mythe vient de mourir dans les eaux au large de Midway. Les forces japonaises peuvent être vaincues. La planification japonaise peut échouer. La brillante tactique japonaise peut être surmontée par une intelligence et une détermination supérieures. L'impact psychologique se propage des deux côtés. Les forces alliées gagnent en confiance. Les forces japonaises
commencent à douter. La guerre dans le Pacifique a atteint son tournant. La capacité offensive du Japon est brisée. À partir de ce moment, il mènera principalement des combats défensifs en tentant de conserver ses conquêtes, tandis que la puissance industrielle américaine finit par l'emporter. La question n'est plus de savoir si le Japon peut gagner, mais combien de temps il peut survivre. Juillet 1942, les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tandis que la bataille de Midway a réglé l'équilibre naval dans le Pacifique, la question de savoir qui domine la guerre en jungle reste sans réponse. La conquête de la Malaisie par le Japon a démontré sa maîtrise du combat tropical. Les forces alliées peuvent-elles apprendre à combattre efficacement dans un terrain similaire où la supériorité tactique japonaise dans la jungle reste-t-elle absolue après la chute de Singapour? Le Japon poursuit son expansion vers le sud. Leur prochain objectif, Port Moresby, sur la côte sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. S'emparer de Port Moresby consolidera leur périmètre défensif et fournira une base pour harceler les villes du nord de l'Australie, coupant potentiellement le lien entre l'Australie et les États-Unis. Au départ, les planificateurs japonais avaient l'intention de capturer Port Moresby par un assaut amphibie, mais leur défaite lors de la bataille de la mer de Corail en mai et les pertes catastrophiques subies à Midway en juin signifiaient que les forces navales japonaises ne disposaient plus de la puissance nécessaire pour mener de grandes opérations amphibies. Un plan alternatif consistait à débarquer des forces terrestres sur la côte nord-est de la Papouasie, traverser les monts Owen Stanley via la piste de Kokoda et attaquer Port Moresby depuis l'intérieur des terres. Sur le papier, cela semble faisable. La piste de Kokoda ne mesure qu'environ 60 miles. Quelle difficulté peut bien représenter la traversée de 60 miles de jungle pour des soldats qui ont conquis 100 miles en Malaisie en 70 jours? La réponse, extraordinairement difficile. La chaîne Owen Stanley s'élève jusqu'à 13 000 pieds, de véritables montagnes, et non de simples collines couvertes de jungle. La piste de Kokoda n'est pas une route ni même un véritable sentier en de nombreux endroits. C'est un chemin indigène, souvent si escarpé que les soldats doivent se hisser en s'agrippant aux racines et aux lianes, et contrairement à la Malaisie, où les forces japonaises maintenaient leur élan grâce à la vitesse, la piste de Kokoda contraint les deux camps à une guerre d'usure. Aucun camp ne peut avancer rapidement, aucun ne peut contourner les positions ennemies. La jungle est trop dense, le terrain trop escarpé. Les combats deviennent brutaux, des affrontements à bout portant. Les forces japonaises débarquent à Buna et Gona, sur la côte nord-est de la Papouasie, en juillet. Elles avancent rapidement vers le sud, s'emparant du village de Kokoda le 29 juillet. Mais elles rencontrent alors les forces australiennes. D'abord, des milices mal entraînées, puis renforcées par des troupes vétéranes de l'Australian Imperial Force, ayant combattu en Afrique du Nord. La campagne devient un cauchemar pour les deux camps. Les soldats japonais, habitués à des victoires rapides, se retrouvent embourbés dans une guerre statique face à des ennemis qui ne battent pas en retraite indéfiniment. Les lignes d'approvisionnement, s'étendant jusqu'à Buna, deviennent de plus en plus précaires à mesure que les pertes et les maladies s'accumulent. Les rations des porteurs diminuent, les munitions viennent à manquer, les fournitures médicales disparaissent. Les forces australiennes font face à des difficultés similaires. Les approvisionnements doivent être transportés à travers les montagnes par des porteurs autochtones, des porteurs papous, qui accomplissent un travail incroyablement difficile dans des conditions terribles. La météo, la distance et l'état des pistes rendent le ravitaillement au mieux irrégulier, les unités opérant parfois avec des demi-rations ou moins. Les soldats blessés doivent être ramenés à travers les montagnes, nécessitant plusieurs porteurs par blessé. Le processus d'évacuation peut prendre des jours, durant lesquels beaucoup meurent de leurs blessures ou d'infections. Fin août, les forces japonaises atteignent le village d'Izurava, où des forces australiennes, largement inférieures en nombre, font face. La bataille fait rage pendant 3 jours, avec des combats rapprochés dans une jungle dense où les grenades et les baïonnettes comptent plus que la précision du tir. Les forces japonaises, tirant parti de leur supériorité numérique, progressent à travers la jungle pour attaquer les flancs australiens. Les Australiens, défendant une position au champ de tir limité, subissent de lourdes pertes. Finalement, les défenses australiennes cèdent. Ils se replient vers le sud le long de la piste de Kokoda, menant des actions retardatrices à chaque position défendable. Début septembre, les forces japonaises se trouvent à seulement 40 km de Port Moresby, assez près pour entendre les tirs d'artillerie depuis la base. Puis, quelque chose d'inattendu se produit. Les forces japonaises s'arrêtent, puis commencent à se retirer. Ce que les Australiens ignorent, c'est que le commandement japonais a reconnu que la campagne échoue. Les pertes dues au combat et aux maladies ont dévasté leurs forces. Les lignes de ravitaillement ne peuvent soutenir une nouvelle avancée. Le retrait commence fin septembre. C'est alors au tour des Australiens d'avancer, poursuivant les forces japonaises en retraite à travers la chaîne d'Owen Stanley.
mais poursuivre est presque aussi difficile que se replier. La piste est jonchée d'équipements abandonnés, de ravitaillements détruits et de corps des deux camps. La maladie continue de faire des ravages. Le 2 novembre, après de violents combats, dont une dernière résistance au village de Kokoda lui-même, où des charges à la baïonnette australienne brisent les positions défensives japonaises, les Japonais ont été repoussés jusqu'à Buna et Gona sur la côte. La campagne se termine avec la capture de ces bastions côtiers par les forces alliées après des semaines de combats acharnés. Plus fondamentalement, Kokoda démontre que la maîtrise japonaise de la guerre en jungle n'est pas absolue. Les forces alliées peuvent apprendre, s'adapter et finalement l'emporter en terrain tropical. Le mythe de l'invincibilité japonaise dans la jungle, forgé en Malaisie, a été remis en cause et s'est révélé défaillant. La campagne a mis en lumière des vérités profondes sur la guerre moderne. La vitesse et l'élan peuvent surmonter la supériorité numérique. La pression psychologique peut être aussi décisive que la puissance de feu. Des innovations simples comme les bicyclettes peuvent produire des avantages stratégiques lorsqu'elles sont utilisées avec imagination. Le leadership compte énormément. Des commandants prêts à penser de manière non conventionnelle et à prendre des risques calculés peuvent obtenir des résultats que les approches classiques jugent impossibles. La conquête japonaise de la Malaisie et de Singapour a parfaitement illustré ces principes. Une armée avec une formation minimale à la guerre en jungle, équipée de bicyclettes et armée d'innovations tactiques, a conquis 500 milles de terrain impraticables en 70 jours. Elle a vaincu des forces numériquement supérieures par une pression incessante. L'aveu ultérieur de Yamashita, mon attaque contre Singapour était un bluff, révèle la vérité essentielle de la campagne. Les batailles sont souvent gagnées dans l'esprit des commandants avant d'être décidées sur le champ de bataille. Percival croyait faire face à une force insurmontable et s'est rendu malgré sa supériorité numérique. Yamashita savait que ses forces étaient au bord de l'effondrement, mais il a maintenu une pression agressive qui a convaincu son ennemi d'une défaite inévitable. Mais les mythes finissent par se heurter à la réalité. Midway a démontré que les forces japonaises pouvaient être vaincues face à des ennemis dotés d'un renseignement supérieur et d'une détermination accrue. Les leçons de 1942 ont façonné la suite de la guerre du Pacifique. La vitesse et l'agressivité comptent, mais elles doivent être soutenues par une logistique adéquate. Les conquêtes éclairs du Japon l'ont établi comme la puissance dominante du Pacifique à la mi-1942. Mais le succès même de leur campagne a étiré leurs ressources au-delà du soutenable. Et ils faisaient face à un ennemi dont la capacité industrielle finirait par dépasser la production japonaise d'un facteur de 10 ou plus. Le blitzkrieg à bicyclette, la chute de Singapour, le mythe du super guerrier, tout cela représentait de réelles réussites japonaises fondées sur l'innovation tactique et un leadership agressif. Mais si le Japon avait remporté les premières phases de manière décisive, le combat ne faisait que commencer. La campagne japonaise à travers l'Asie représente l'une des conquêtes militaires les plus spectaculaires de l'histoire moderne, une frappe éclair de 70 jours qui a remodelé les équilibres de pouvoir mondiaux et démontré comment l'innovation tactique peut surmonter la supériorité militaire conventionnelle. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Comment les forces alliées ont-elles finalement inversé ces défaites stupéfiantes? Quelles innovations tactiques et stratégiques ont émergé de l'étude des méthodes japonaises? Comment le mythe de l'invincibilité s'est-il finalement totalement brisé? Et quel rôle la production industrielle, le décryptage des codes et la patience stratégique ont-ils joué pour finalement submerger la brillante tactique japonaise?